Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. La loi québécoise relativement aux soins de fin de vie a changé depuis le 30 octobre dernier. Certains malades peuvent formuler maintenant une demande anticipée afin de consentir à l'aide médicale à mourir pour quand ils ne seront plus en mesure de le faire. Cette demande anticipée concerne une personne avec un diagnostic de maladie grave et incurable, par exemple la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques. Ces maladies neurodégénératives cognitives rendent certains patients incapables de réclamer ce soin en dernier recours et en toute dignité. Même si les demandes sont en hausse, l'aide médicale à mourir ne représente que 7% des décès survenus au Québec entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, soit 5717 Québécois. Anticiper l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que ça change? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous reparlons aujourd'hui du droit de mourir dans la dignité. Il est possible depuis 4 mois de faire une demande anticipée d'aide à mourir lors de maladies graves et incurables. Nous allons voir ce que cela change pour les soins de fin de vie. J'en parle avec mes invités. Je suis en compagnie du docteur Georges L'Espérance, neurochirurgien retraité et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis aussi en compagnie de Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Et de Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, depuis le 30 octobre dernier, il est possible au Québec de faire une demande anticipée d'aide à mourir lors d'un diagnostic de maladie grave et incurable, par exemple la maladie d'Alzheimer. Un changement attendu qui élargit la loi des soins de fin de vie. Docteur L'Espérance, pour commencer, quelles sont les conditions pour formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir? Merci beaucoup de l'invitation. La première condition, c'est d'avoir, pour compléter ce que vous venez de dire, une maladie grave et incurable conduisant à l'inaptitude. Parce que pour obtenir l'aide médicale à mourir depuis 2015, il faut avoir une maladie grave et incurable, par exemple un cancer, une insuffisance chronique, etc. Dans la modification de la loi depuis 2023 et en vigueur depuis fin octobre 2024, le diagnostic doit être celui d'une maladie grave et incurable conduisant à l'inaptitude, ce qu'on appelle en termes médicaux un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive ou des démences. Donc, la première condition, c'est que le patient doit être apte à prendre ses décisions pour lui-même. La deuxième condition essentielle, c'est d'avoir un diagnostic de maladie conduisant à l'inaptitude, par exemple la maladie d'Alzheimer qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Sous nos cieux, c'est la maladie d'Alzheimer la plus fréquente, suivie des démences dites vasculaires. Donc, toutes ces conditions-là peuvent conduire à une demande anticipée, mais la première condition, c'est d'avoir un diagnostic. En d'autres termes, je ne peux pas, parce que mon père ou ma mère aurait eu une maladie d'Alzheimer et que je suis à risque de l'avoir, je ne peux pas faire une demande anticipée au cas où j'aurais la maladie. Oui, qu'est-ce qu'on attend quand on parle des maladies neurodégénératives qui conduisent à l'inaptitude? Qu'est-ce qu'on entend par inaptitude? C'est de ne plus être capable de décider pour soi-même les soins que l'on désire. C'est vrai pour toutes les fonctions, toutes les demandes d'aide médicale à mourir. C'est le patient lui-même qui doit faire sa demande et personne d'autre que lui-même. Merci. Madame Grenier, ce changement de la loi dans les soins de fin de vie, cet élargissement est une avancée selon vous pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif? Je ne sais pas si je le qualifierais d'avancée, mais du moins, c'est quelque chose qui était très souhaité par les gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer ou ceux qui ont peur d'avoir un diagnostic d'Alzheimer. Je pense que c'est un choix qu'on peut offrir aux gens. Donc, c'est une avancée
pour ce que moi je considère comme le parcours avec la maladie d'Alzheimer et dans les choix qu'on a à faire à travers de ça. Et ça a été très bienvenu. Oui, c'est important de disposer des mêmes droits quand on est malade. Exactement. Et pour nous, notre position, c'est de faire en sorte de respecter la volonté des patients. Donc, qu'on soit pour ou contre, on va avec la volonté des patients. Le seul bémol que je mettrais, c'est de s'assurer que c'est pas le seul choix que les patients ont. On veut aussi travailler à faire en sorte qu'ils aient des soins de fin de vie adéquats aussi. Oui. Comment, généralement, ils participent aux décisions et comment ils arrivent à forger leur propre opinion quand ils apprennent le diagnostic? En fait, je pense que le principal problème réside dans ce que vous venez de dire, le diagnostic. Les gens qui ont des symptômes de la maladie ou qui pensent que ce sont des symptômes de la maladie d'Alzheimer ne vont pas chercher un diagnostic. Ils attendent très longtemps. Et c'est un frein pour faire une demande d'aide médicale à mourir si c'est le cas, si c'est le souhait qu'on a, parce qu'il faut avoir toutes ces capacités pour être en mesure de faire la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Donc, ça fait partie présentement des enjeux que nous on voit à travers de ça ou que les patients auront aussi. Parce que le docteur L'Espérance le dit, la volonté doit venir du patient. Oui, bien sûr. Merci. Une petite précision, si vous permettez. Oui, docteur L'Espérance. Un patient qui a un diagnostic d'Alzheimer ou toute autre maladie neurodégénérative cognitive peut actuellement obtenir l'aide médicale à mourir lorsqu'il est conscient, lorsqu'il est apte. Donc, comme toute autre maladie grave et incurable. Le problème avec les maladies dégénératives cognitives, c'est que, ce faisant, si le patient demande tout de suite l'aide médicale à mourir, il perd quelques mois, voire quelques années d'une vie qui pourrait être encore très intéressante. Donc, c'est ça le gros avantage, si je puis dire, de la demande anticipée. Et Mme Grenier a parfaitement raison de souligner que très souvent, les patients vont dépasser le stade de l'aptitude, justement parce que ils ne se rendent pas compte de leur maladie. Oui, puis c'est un changement récent aussi. Monsieur Mathieu, je vais poursuivre avec vous. Qu'est-ce que ces demandes anticipées et plus largement l'aide médicale à mourir vient changer en matière d'accès aux soins du côté des infirmières et des infirmiers du Québec? C'est pas tant pour les infirmières et les infirmiers que ça change quelque chose, c'est pour la population. Ça donne un accès plus grand, là, parce que les infirmières praticiennes spécialisées, je sais que vous voulez pas qu'on utilise des acronymes, mais qu'on appelle souvent les IPS, c'est relativement nouveau, qu'elles peuvent, depuis 2023, si je ne me trompe pas, qu'elles peuvent administrer là, conjointement avec un médecin ou avec une autre IPS, là, l'aide médicale à mourir et de la sédation palliative continue aussi. Puis depuis peu, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Oui, mais c'est ça. Je demandais du côté, qu'est-ce que ça change aussi du côté des soignants de devoir traiter ces nouvelles demandes depuis octobre? Ouais, ça rajoute, c'est un soin de dernier recours, l'aide médicale à mourir. Hein. Ça s'inscrit dans le parcours des soins palliatifs, faut toujours se rappeler ça. Et ce que ça fait en sorte, ça donne la possibilité aux infirmières praticiennes spécialisées de pouvoir administrer ces soins-là. Alors, depuis qu'on a su que la loi avait été adoptée là, pour permettre aux infirmières praticiennes spécialisées d'administrer l'aide médicale à mourir, on a travaillé conjointement avec le Collège des médecins, avec la Commission sur les soins de fin de vie et le cabinet de Mme Bélanger. Alors, ça change pour la profession. Moi, ce que je dis, c'est ça donne un accès plus grand à la population à ces soins-là, mais en même temps, pour la pratique infirmière, oui, ça donne plus de possibilités, si je peux dire ça comme ça, mais ça rajoute une responsabilité importante aux infirmières, puis aussi à l'ordre, parce que notre mission, c'est de protéger le public, s'assurer que ça se fait selon les bonnes pratiques pour respecter les règles déontologiques que les infirmières auxquelles elles doivent se conformer. Où en sommes-nous aujourd'hui depuis leur entrée en vigueur, en fait? Est-ce qu'il y a eu déjà des soins avec les infirmières? Oui, il y a eu de l'aide médicale à mourir, ça, il y en a eu. Moi, on n'a pas le nombre exact, là, c'est au niveau du ministère de la Santé, puis la Commission sur les soins de fin de vie. Et puis le rapport qui est sorti récemment, là, sur le rapport quinquennal, la Commission sur les soins de fin de vie, fait pas état
du nombre d'IPS, là, puis du nombre d'aides médicales à mourir qui ont été données par les IPS, ça va venir. Puis pour les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, on sait que ça commence à peine, là, parce que ça, c'est relativement nouveau. Mais il y a beaucoup de mentorat qui se fait avec des médecins là, qui administrent là, déjà depuis un certain temps l'aide médicale à mourir. Docteur L'Espérance, pouvez-vous nous donner quelques chiffres? L'aide médicale à mourir, ça représente combien de personnes et quelle est la part peut-être des demandes anticipées depuis octobre? Est-ce qu'on est capable de quantifier ce changement? Pas encore. Le dernier rapport que nous avons pour l'aide médicale à mourir est le rapport de 2023, 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Où il y a eu 5700, j'arrondis les chiffres, là, 5700 décès par aide médicale à mourir, ce qui représente un certain nombre, une augmentation par rapport aux années précédentes, mais moins marquée. L'augmentation est moins marquée. En d'autres termes, la courbe de croissance de l'aide médicale à mourir depuis 10 ans maintenant tend à diminuer ou à s'aplanir. Donc, ça ne devrait pas passer beaucoup au-dessus des 8 ou 10% dans les années à venir. En ce qui concerne les demandes anticipées, c'est en vigueur seulement depuis, on va dire, début novembre, en fait. Et il y a eu, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin janvier, il y a une centaine de demandes anticipées qui ont été faites. Mais bien sûr, aucune aide médicale à mourir n'a encore été donnée dans ce cadre-là, parce que pour faire sa demande anticipée, le patient doit avoir toute son aptitude. Donc, s'il a toute son aptitude, il ne pourra pas recevoir l'aide médicale à mourir en étant inapte qu'avant de nombreux mois, voire quelques années. Donc, pour le moment, nous n'avons aucun chiffre. Et je ne pense pas que nous en aurons non plus dans la prochaine mouture du rapport de la Commission des soins de fin de vie pour 2024-2025, parce que ceci se termine au 31 mars 2025. Donc, il n'y aura pas encore d'aide médicale à mourir faite dans le cadre de la demande anticipée, pour la simple raison, encore une fois, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, que pour faire sa demande anticipée, le patient doit être totalement apte à prendre ses décisions pour lui-même. Et donc, s'il est apte, la détérioration ne pourra pas se faire d'ici la fin du mois de mars, bien évidemment. Ce n'est qu'à partir de 2025-2026 que là, nous pourrons peut-être avoir quelques aides médicales à mourir dans le cadre de la demande anticipée. Non, on est encore, mais nous ne sommes pas encore là pour trop. C'est encore trop récent. Madame Grenier. L'autre élément, si vous permettez, pour répondre à votre question, c'est que dans le dernier rapport annuel 2023-2024, il y a eu en gros une centaine de patients qui ont eu l'aide médicale à mourir pour une pathologie de type Alzheimer. Donc, 100 sur 5700. Ça vous donne un ordre de grandeur, c'est très peu marqué. Bien entendu, on parle ici de demandes que l'on appelle maintenant demandes contemporaines. D'accord, merci beaucoup. Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Grenier, parlez-nous un petit peu du diagnostic de la maladie d'Alzheimer et justement du temps qu'on a peut-être où on est apte et plus apte, pour qu'on comprenne bien combien de temps on peut justement réfléchir à ce genre de demande si on le désire, évidemment. Mais il y a plusieurs volets à la question que vous posez, dans le sens où présentement, ce qu'on remarque surtout, c'est que les gens vont très tardivement chercher un diagnostic, où ils sont quand même assez avancés, comme le disait le docteur L'Espérance, où ils sont plus aptes à faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir, parce que leurs aptitudes, sont passées. Donc, on ne reconnaît plus que ces gens-là sont aptes à faire la demande anticipée compte tenu de l'évolution de la maladie chez eux. Ce qu'on remarque dans les gens qui nous contactent, parce qu'à partir du 30 octobre, bien sûr, le téléphone n'a pas été rugi pendant quelques semaines, mais les gens veulent de l'information. Ils veulent savoir où s'adresser. On s'entend que ça prend un médecin de famille, donc c'est plus compliqué pour aller chercher l'information de ce côté-là. Mais aussi parce que les gens, quand je dis qu'ils vont tardivement, c'est que les gens sont dans le déni longtemps avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble cognitif majeur. Et c'est à ce moment-là que ça met en fait
un petit peu dans l'ombre la capacité de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Et c'est pour ça qu'on axe de plus en plus nos communications sur le fait d'aller chercher rapidement, quand on est dans le doute, quand on est inquiet de sa santé cognitive, d'aller vers un Combien de diagnostic. personnes, êtes-vous capable d'évaluer justement combien de personnes pourraient le demander? Je peux pas vous dire. Quand on regarde la courbe d'évolution au niveau du vieillissement de la population, vous savez, on sait qu'à ce moment-ci, les prévisions disent que le nombre de personnes atteintes de la maladie va doubler d'ici une dizaine d'années. Donc, on serait au-dessus de 100 000 personnes, 150 000 personnes atteintes dans les prochaines années. Donc, combien de personnes seraient aptes à faire la demande? Eh bien, ça dépendra aussi de si cette courbe-là continue. C'est toutes des possibilités de faire des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Ce qu'on remarque, nous, c'est que les gens, c'est le volet de l'aide médicale à mourir, c'est le créneau le plus sollicité sur notre site web. Les gens, les vues sont toujours assez constants, les gens qui vont voir pour s'informer. Par contre, je vous dirais que ces données-là s'estompent tranquillement, mais les gens, ce qu'on entend dans les discussions que moi je peux avoir avec des personnes ou des familles, c'est que ça donne une sécurité. Les gens sont contents que ce soit fait, que ce soit là. Ils vont pas nécessairement le faire tout de suite, mais c'est comme une sécurité qui sait que c'est un ajout qu'on a dans notre coffre à outils pour l'évolution. Oui, même si la plupart des personnes sont peut-être, comme vous le dites, un peu dans le déni ou tardent un petit peu trop finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être demandé par la famille ou c'est vraiment la personne elle-même qui doit faire la demande? Non, la personne elle-même. C'est vraiment la personne elle-même qui doit être apte à faire la demande anticipée d'aide médicale à mourir, oui. Donc, ça, c'est très, très clair dans la loi. Oui, donc il faut absolument que la personne, finalement, accepte le diagnostic de la maladie d'Alzheimer assez tôt pour pouvoir avoir accès, finalement, à ça, si je comprends bien. C'est bien ça? Oui, exactement. Il faut que ça soit diagnostiqué très tôt dans la maladie pour s'assurer que la personne est encore apte à faire sa demande. Quand on parle d'aptitude, peut-être, docteur L'Espérance, quand on parle d'aptitude et de maladies cognitives, dégénératives, est-ce qu'on est capable de définir justement cette aptitude-là ou cette inaptitude-là? C'est notre travail quotidien comme médecin, particulièrement les médecins de famille. Maintenant, lorsqu'il y a un doute, par exemple pour l'aide médicale à mourir usuelle, si je puis dire, là, le premier critère, c'est d'être apte à prendre une décision pour soi-même. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on regarde. Dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème. Dans les cas où on peut avoir un doute, on peut demander l'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue qui va pouvoir nous aider, ou encore un collègue qui est plus versé dans l'évaluation de l'aptitude. Mais de façon générale, ça pose pas de problème. Sauf, bien évidemment, dans les maladies neurodégénératives cognitives. Et là, l'exercice devient plus difficile. Et comme Mme Grenier le disait avec justesse, au début, les patients se rendent compte des fois qu'il y a des choses qui vont pas trop bien, mais ça ne les inquiète pas trop. Les proches peuvent s'en rendre compte, mais le patient, lui, va assez souvent être dans le déni de la maladie. Et plus la maladie progresse, moins il devient apte. Et nous avons des moyens, disons, d'évaluer l'aptitude d'un patient, ce qu'on appelle en particulier les critères de Nouvelle-Écosse. J'entrerai pas dans le détail ici, mais ce qui arrive malheureusement avec ces patients-là, c'est qu'ils perdent progressivement leur aptitude à décider de façon éclairée pour elles-mêmes. Et une fois que l'inaptitude devient réelle, on ne peut plus rien faire. Et pour les patients qui sont aptes, comme dit avec justesse Mme Grenier, puis je suis certain que M. Mathieu a vécu les mêmes choses, le fait de savoir qu'il y a un outil de plus pour ces patients-là, ça leur apporte beaucoup de sécurité et de sérénité. C'est ce qu'on voit avec tous nos patients. Et par la suite, ils vont décider ou pas d'obtenir l'aide médicale à mourir de façon contemporaine. Pour la demande anticipée, là, on va voir dans le futur. Monsieur Mathieu, justement, le rôle de l'infirmière ou de l'infirmier par rapport justement à cette, on va dire, ce verdict d'aptitude ou d'inaptitude, est-ce que l'infirmière pourrait
justement avoir un rôle? Oui, l'infirmière déjà, il y a différents types d'infirmières. Hein, ce qu'on appelle les infirmières cliniciennes, celles qui sont formées à l'université, qui ont un baccalauréat, c'est une chose. Mais celles qui peuvent administrer l'aide médicale à mourir, ce sont les infirmières praticiennes spécialisées. Ça, il faut bien que la population le comprenne, c'est pas toutes les infirmières. Les infirmières, de façon générale, avec leurs collègues, là, médecins, peuvent contribuer, oui, à une partie de l'évaluation. Souvent, il y a des médecins qui consultent les infirmières, que ce soit le premier médecin ou le deuxième, là, si ce sont des médecins, parce que ça prend deux évaluations. Alors, elles peuvent contribuer à l'évaluation. Mais les IPS peuvent le faire effectivement. Est-ce que elle pourrait aussi justement travailler du côté de l'information au concept d'inaptitude ou d'aptitude quand elles sont en contact justement avec, par exemple, des malades qui ont la maladie d'Alzheimer? Oui, tout à fait. Ça se fait déjà. Ça se faisait déjà avant que la loi le permette de le faire, mais là, d'autant plus depuis que la loi le fait. Puis je veux juste compléter, tantôt, j'avais l'information, là, en 2024, il y a eu 17 aides médicales à mourir qui ont été administrées par des infirmières praticiennes spécialisées. Alors, je voulais juste donner cette information-là. C'est relativement nouveau, comme je l'ai mentionné en début d'entrevue. Mais il y a une collaboration. Puis je parlais hier récemment avec la présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées. Et sur le terrain, ça se passe bien. Il y a du mentorat avec des collègues médecins, avec certaines IPS, pour s'assurer que tout se fait dans les règles. Je confirme. Docteur L'Espérance, cet élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir au Québec, est-ce que ça garantit l'accès de l'aide médicale à mourir des années plus tard? Est-ce qu'il y a une garantie d'avoir le soin finalement? Non, la seule chose qui est garantie, c'est la naissance et puis la mort. Entre les deux, les impôts pour la plupart. Cela étant dit, évidemment, les aides médicales à mourir dépendent beaucoup de la disponibilité des médecins et des infirmières praticiennes spécialisées qui veulent en faire. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Mathieu. Il y en a eu 17 en 2024, mais la loi permet aux infirmières praticiennes spécialisées de donner des aides médicales à mourir seulement depuis le mois de décembre 24. Donc, c'est tout à fait récent. Ça a été voté en 2023, mais ça a été mis en vigueur plus tard. Donc, bref, les choses évoluent. Actuellement, il y a des patients qui décèdent sans avoir pu obtenir leur aide médicale à mourir. Mais la plupart du temps, c'est pas tellement par manque d'accessibilité, selon les chiffres que nous avons, mais plutôt par le fait que le patient décède avant d'avoir décidé de sa date d'aide médicale à mourir ou avant d'avoir effectué toutes les démarches. Mais pour le moment, en tout cas, à ce que l'on sache, il n'y a pas vraiment de problématique d'accessibilité, sauf peut-être dans certaines régions. Mais ça se normalise. Il faut dire qu'il y a 1800 médecins qui ont participé à l'aide médicale à mourir dans la dernière année dont nous avons des chiffres, 23-24. Donc, ça progresse d'année en année, le nombre de professionnels. Et maintenant, avec les IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, cela va nous donner, va donner à la population un énorme coup de main. Et je confirme exactement ce que M. Mathieu disait. Dans le CIUS où je travaille, dans l'est de la ville de Montréal, les infirmières praticiennes. Le gouvernement fédéral vient de clore pour sa part une vaste consultation publique sur les demandes d'anticiper de l'aide médicale à mourir menée par Santé Canada. Cette consultation est terminée le 13 février dernier. Nous en saurons plus au printemps. Docteur L'Espérance, avec ces changements de gouvernement, est-ce que ce dossier va continuer à aller de l'avant du côté du fédéral ou Je ne ferai pas de politique ici, mais disons que ça va dépendre du parti qui va être au pouvoir. Jusqu'à il y a quelques semaines, on voyait la tendance se faire. Maintenant, la tendance semble être plus fragile. Ça va vraiment dépendre de la couleur du gouvernement, dans le sens politique. Oui, d'accord, entendu. Je n'irai pas plus loin. C'est vous. Madame Grenier, pour avoir un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est pas une sentence. Rappelez-nous ce qui prime, selon vous, pour les malades avant tout. Avoir un diagnostic en début de maladie fait en sorte qu'on peut travailler aussi maintenant à maintenir ses capacités pour le mieux et aussi prendre des décisions
pour la poursuite de notre vie dans le parcours avec la maladie. Donc, c'est beaucoup dans ce sens-là. La science évolue du côté de la maladie d'Alzheimer. On sait maintenant qu'on a un certain pouvoir sur travailler sur nos facteurs de protection, mais dans un contexte de diagnostic qui arrive tôt en début de maladie, c'est aussi de travailler au maintien de ses capacités et de prendre des décisions pour organiser sa vie avec la maladie. Donc, pour nous, c'est une opportunité. L'enjeu qu'il y a présentement, c'est que pour avoir un diagnostic, ça prend un médecin de famille, souvent. Donc, c'est pour plusieurs, c'est un accès qui n'est pas possible présentement. Mais aussi, pour faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir, quand on a eu un diagnostic, c'est d'avoir le professionnel qui va nous accompagner et qui va faire en sorte d'enregistrer la demande d'aide médicale. Donc, d'où l'importance du diagnostic précoce, finalement. Monsieur Mathieu, je vais terminer avec vous. Comment assurer la protection des personnes vulnérables, les malades, justement, les malades atteints de maladie d'Alzheimer, par exemple, sont des personnes vulnérables? Comment on voit ça du côté des infirmières et infirmiers? C'est de s'assurer, comme je le mentionnais tantôt, que les professionnels, dans notre cas, les infirmières médecines spécialisées, pratiquent selon ce qui est prévu dans le cadre législatif, qui respectent les guides cliniques, là, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on a, comme je le mentionnais tantôt, on a travaillé avec le Collège des médecins, pour au niveau juridique aussi, même avec la Chambre des notaires, pour s'assurer que tout ça se fasse correctement. Et puis, on est en étroite relation, là, depuis que c'est possible pour les infirmières médecines spécialisées d'administrer ce soin avec la Commission sur les soins de fin de vie. Et on le sait, la Commission analyse tous les cas d'administration d'aide médicale à mourir. Alors, si il y avait des préoccupations par rapport à la qualité de la pratique des IPS pour ce soin-là, avec la Commission, c'est une source de données, si je peux dire ça comme ça. Et puis, il y a nos autres mécanismes là, en place lors de l'inspection professionnelle, par exemple, des IPS, où on peut avoir de l'information, et puis les échos qu'on peut avoir des directions de soins infirmiers qui sont dans les du côté des pratiques, finalement. Merci beaucoup. On était en compagnie, vous venez de l'entendre, de Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, de Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, et du Dr Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien retraité et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci à tous les trois. Merci beaucoup de l'invitation. Au plaisir. Voilà, c'est tout pour Je vote pour la science aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Vous pouvez aussi aller sur la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse pour nous suivre. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont précédé